Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un personnage et une œuvre qui sont un vrai casse-tête, je trouve. Ah oui, Le physicien Ernst Mach et son livre majeur Erkenntnis und Irrtum, Connaissance et erreur, publié en 1905. c'est ça. Alors, nos sources, c'est l'introduction de l'édition anglaise, qui est un petit bijou, les préfaces de Mach lui-même, et puis la structure du livre. Et notre mission, c'est un peu de comprendre un paradoxe. Mhm. Comment un scientifique de génie qui a influencé Einstein, qui a passé sa vie à dire « surtout ne m'appelez pas philosophe », a pu devenir une figure centrale de la philosophie des sciences. Et puis, pourquoi ce livre, le sommet de sa pensée, a mis 70 ans à être traduit en anglais? Ça sent le mystère, hein. C'est même plus qu'un mystère, c'est une contradiction ambulante, quoi. Ce qui est fou avec Mach, c'est que c'est un type qui a complètement changé la philosophie des sciences, mais qui passait son temps à dire « Non, non, surtout, je ne fais pas de philosophie C'est ça. ». Alors, est-ce que c'est de la fausse modestie, ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans sa démarche? C'est un peu ça qu'on va essayer de démêler. Commençons par le personnage, parce qu'il est fascinant. Mach, c'est pas un penseur en chambre, c'est un physicien expérimental de tout premier plan. Ah oui, un grand nom. Connu pour ses travaux sur les ondes de choc, le fameux nombre de Mach, c'est lui. Mais il s'arrête pas là. Il touche à la physiologie, à la psychologie, et quand on lui parle de philosophie, il se décrit comme un Sonntagsjäger. Un chasseur du dimanche. Voilà, un chasseur du dimanche. Il n'arrête pas de dire qu'il n'existe pas de philosophie machienne. J'ai du mal à savoir si on doit prendre ça pour de l'humilité ou une forme d'arrogance, en fait. C'est une excellente question. Et ses contemporains, ils se la posaient aussi, exactement. D'un côté, on a cette modestie affichée, de l'autre, on a une démarche intellectuelle d'une rigueur absolue. Oui, Son but, il l'annonce très clairement, c'est de nettoyer la science, de la purger de toute métaphysique. Pour lui, des concepts comme l'espace absolu de Newton ou même l'atome à son époque, c'était des fantômes. ah oui, des idées qu'on ne pouvait pas observer directement et qui donc polluaient la science. Il veut revenir à la base de tout, l'expérience, les sensations. Il est vraiment dans la lignée directe des empiristes comme Berkeley et Hume. Mais en disant « je ne suis pas un philosophe », est-ce qu'il ne se met pas un peu à l'abri? Ça lui permet de faire des affirmations philosophiques très fortes sans avoir à se soumettre aux règles et aux critiques du monde de la philosophie. C'est assez malin comme stratégie, non? C'est exactement la critique que lui faisait le grand philosophe américain Charles Sanders Peirce. D'accord. Peirce le qualifiait de philosophe expérientiel soi-disant et disait en gros que les idées préconçues de Mach étaient d'autant plus dangereuses qu'il refusait de les reconnaître comme de la philosophie. Mais du point de vue de Mach, c'était pas une stratégie, c'était une question de méthode. Il se voyait pas comme un architecte qui construit un grand système, mais plus comme un artisan, un mécanicien de précision qui nettoie les outils de la science pour qu'ils fonctionnent mieux. Il voulait pas dire aux scientifiques ce qu'ils devaient penser, il voulait analyser comment ils pensent réellement. Et cette puissance intellectuelle brute, cette clarté, elle était palpable. En lisant l'introduction de nos sources, je suis tombé sur cette anecdote incroyable sur sa rencontre avec le psychologue William James, à Prague en 1892. Ah oui, c'est une histoire formidable. James, qui est quand même pas le dernier des imbéciles, est totalement soufflé. Il écrit à sa femme, et la citation est extraordinaire. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait jamais donné une si forte impression de pur génie intellectuel. C'est énorme comme compliment. Il le décrit comme simple, brillant, un homme qui a lu et réfléchi à tout. Ça donne une dimension humaine au personnage. On voit bien que c'est pas juste un théoricien un peu grincheux, quoi. C'est une force de la nature. Absolument. James a vu au-delà du débat philosophe ou pas philosophe. Il a vu un esprit qui cherchait à remonter à la source, à ne se fier qu'à ce qui est donné par l'expérience. Et c'est précisément cette obsession pour la clarté et l'origine de nos idées qu'il va mettre au cœur de son grand œuvre, Erkenntnis und Irrtum. Justement, venons-en au livre. Ce pur génie intellectuel que William James a vu en lui, cette obsession de la clarté, on la retrouve partout dans son œuvre maîtresse. Ça commence même par le titre, Erkenntnis und Irrtum. Ce premier mot, Erkenntnis. Il est apparemment très difficile à traduire et il dit déjà tout, c'est ça. C'est la clé de tout. En français, on traduit par connaissance, mais ça rate un peu l'essentiel. Wissen en allemand, c'est le savoir factuel, comme un dictionnaire. D'accord. Erkenntnis, c'est autre chose. C'est le processus, c'est l'acte de comprendre, le moment de la prise de conscience. Ce n'est pas le fait qui est stocké dans ta mémoire, c'est l'étincelle dans ton cerveau. Marx ne s'intéresse pas à la bibliothèque du savoir, il s'intéresse à la manière dont on écrit les livres qui s'y trouvent, avec toutes les ratures et les brouillons. Donc, si je comprends bien,
pour lui, chaque fois qu'on se trompe, mettons, on suit mal une recette et le gâteau est un désastre, Oui. on n'est pas en train d'échouer. On participe activement au processus de l'Erkenntnis. L'erreur n'est pas l'opposé de la connaissance, elle en fait partie intégrante. Exactement. C'est son idée la plus radicale et la plus belle, je trouve. Connaissance et erreur, ça provient de la même source psychique. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Il dit que l'erreur n'est qu'une distorsion circonstancielle. Hmm. Une erreur qu'on a clairement identifiée est aussi utile, voire plus utile qu'une vérité. Elle nous force à corriger notre modèle mental. William James, encore lui, l'avait parfaitement compris. Ah oui, il a écrit une note dans sa copie du livre disant que pour Match, l'erreur a un sens pratique. C'est un concept qui mène à une déception dans l'attente. Disappointment in expectation. Déception dans l'attente. J'adore cette formule. C'est tellement concret. Je m'attends à ce que mon gâteau soit délicieux, je goûte, et là, la déception immédiate est très physique. Oui. Et c'est cette sensation brute qui grave l'information dans nos cerveaux, de ne plus jamais confondre le sel et le sucre. C'est ça. La connaissance, pour Mage, ce n'est pas une abstraction logique. C'est une correction biologique. C'est notre organisme qui s'adapte à la réalité. La pensée, et la pensée scientifique en particulier, n'est qu'un prolongement de ce processus. D'accord. Les théories scientifiques ne sont pas des vérités ultimes sur le monde. Ce sont des outils, des raccourcis mentaux incroyablement efficaces qui nous permettent d'économiser l'énergie et de nous orienter dans le flot chaotique des faits. C'est ce qu'il appelle l'économie de la pensée. Une bonne théorie, c'est une carte mentale qui nous évite de nous perdre. Et quand on regarde la table des matières du livre, c'est frappant. On est très loin d'un traité de philosophie classique. Il y a des chapitres sur les expériences de pensée, l'adaptation des pensées aux faits, ou même l'exubérance de l'imagination. Tout à fait. On a l'impression de lire le manuel d'utilisateur du cerveau d'un scientifique, avec ses bugs et ses fonctionnalités. Son but n'était donc pas de bâtir une nouvelle philosophie, mais comme il le dit dans sa préface, d'éliminer de la science une philosophie ancienne et éventée. Il voulait faire un grand ménage de printemps. Un ménage radical. Et c'est là que les problèmes commencent, parce que quand vous arrivez avec un Karcher pour nettoyer la maison des idées, vous ne vous faites pas que des amis, surtout quand vous commencez à dire que les fondations même de la maison sont peut-être métaphysiques, donc à jeter. Ce qui nous amène au troisième point, cet héritage si controversé. On a donc ce penseur majeur, ce livre qui est le point culminant de sa réflexion, et pourtant, il a fallu attendre 1976 pour qu'il soit traduit en anglais. 70 ans. 70 ans. Ce n'est pas normal. Ça cache quelque chose. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce qui s'est passé, c'est que Mach était à la fois admiré et détesté. On admirait l'expérimentateur brillant, le physicien ingénieux, mais le théoricien, lui, était souvent vu comme hypercritique, négatif, presque un nihiliste scientifique. Ah, quand même. L'accusation principale, c'était « Mach détruit plus qu'il ne construit ». Il passe son temps à dire ce que la science ne doit pas être, mais il est beaucoup plus flou sur ce qu'elle doit être. J'ai du mal à réconcilier les deux. D'un côté, William James qui parle de pur génie intellectuel, de l'autre, ses pairs physiciens qui le voient comme un rabat-joie. Comment la même personne peut-il susciter des réactions aussi opposées? Je pense qu'il voyait la même chose, mais qu'il l'interprétait différemment. James, le psychologue et philosophe, était fasciné par la puissance de les méthodes critiques de Mach, par sa capacité à débusquer les présupposés cachés. Ses collègues physiciens, eux, voyaient surtout les conséquences de cette méthode. Elles sapaient les fondations des grandes théories unificatrices qu'ils essayaient de construire. Mach se méfiait de ces grandes synthèses comme de la peste. Pour lui, elles étaient pleines de suppositions métaphysiques importées clandestinement. Là, il faut qu'on s'arrête sur ça. C'est le cœur du problème. Exactement. L'introduction d'Erwin Ebert dans nos sources utilise une analogie qui est juste parfaite, une citation de Sherlock Holmes. Ah. C'est une erreur capitale de théoriser avant d'avoir des données. Insensiblement, on commence à tordre les faits pour qu'ils conviennent aux théories, au lieu de faire en sorte que les théories conviennent aux faits. Ça, c'était la profession de foi de Mach. Les faits d'abord. Les faits d'abord. La théorie est un outil temporaire, une simple description économique des faits. Et elle doit être jetée sans le moindre regret dès qu'un nouveau fait ne colle pas avec elle. Cette posture le rendait forcément mal à l'aise avec les grandes ambitions théoriques de son époque. Et puis, son influence a été colossale, même s'il était perçu comme un destructeur. Einstein lui-même,
bien qu'il ait fini par rejeter le point de vue de Mach, a reconnu sa dette immense envers son scepticisme incorruptible. Tout à fait. Et puis, il y a le Cercle de Vienne, ce groupe de philosophes qui a fondé le positivisme logique dans les années 20, qui se réclamait directement de lui. Il a, en quelque sorte, déblayé le terrain pour eux. Il a plus que déblayé le terrain, il a forgé les outils. Mais son influence ne s'arrête pas là. Il a aussi joué un rôle décisif dans le rapprochement entre l'histoire des sciences et la philosophie des sciences. Ce n'est pas un hasard si la chaire qu'il a occupée à Vienne à partir de 1895 Oui, était la toute première chaire d'histoire et de théorie des sciences inductives. Pour lui, on ne pouvait pas comprendre un concept scientifique, la force, la masse, l'énergie, si on ne comprenait pas son histoire, comment il avait émergé, souvent péniblement, à travers des siècles d'essais et d'erreurs. c'est logique. Il disait qu'on ne pouvait pas demander à une étudiante d'avaler comme une évidence une idée qui avait demandé des milliers d'années de travail à l'humanité. Alors, si on essaie de faire le bilan, comment est-ce qu'on peut résumer cet héritage complexe? En résumé, Mach était un penseur radical qui a forcé la science à se regarder dans le miroir. Il a proposé une vision de la science non pas comme une quête de la vérité avec un grand V, Non. mais comme un processus biologique et psychologique d'adaptation, une activité très humaine où l'erreur n'est pas un accident de parcours, mais une partie intégrante du moteur. Sa méfiance absolue envers tout ce qui n'est pas directement observable, cette chasse aux fantômes métaphysiques, l'a rendu à la fois visionnaire et terriblement controversé. D'accord. Il a laissé une marque indélébile sur le XXe siècle, justement parce qu'il a posé les questions qui dérangent sur ce que les scientifiques font vraiment quand ils disent qu'ils connaissent quelque chose. Mais ce scepticisme radical, cette exigence de ne croire que ce que l'on voit, ça l'a conduit à une position qui, avec le recul, est absolument stupéfiante. C'est le paradoxe final, la grande ironie de l'histoire de Mach. C'est l'ironie ultime, en effet. À la fin de sa vie, Ernst Mach, le grand pourfendeur de dogmes, le sceptique incorruptible, celui qui a inspiré d'Einstein, Oui. a rejeté deux des plus grandes révolutions de son temps, la théorie de la relativité d'Einstein et l'existence même des atomes. Attendez, c'est presque difficile à croire. L'homme qui a passé sa vie à déconstruire les certitudes des autres s'est retrouvé incapable d'accepter les nouvelles certitudes qui émergeaient. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il l'a fait en étant parfaitement cohérent avec lui-même. Pour lui, la courbure de l'espace-temps ou les atomes, c'était de nouvelles constructions métaphysiques. Ah, d'accord. On ne peut pas voir un atome, on ne peut pas sentir la courbure de l'espace. Ce n'étaient donc pas des descriptions de faits observables, mais des dogmes, pour reprendre son terme. Il est resté fidèle à ses principes, jusqu'au bout, même quand ces principes l'ont rendu aveugle au chemin que la physique était en train de prendre. C'est la mise en garde ultime pour tout grand penseur. Et c'est la question vertigineuse que son histoire nous laisse. Votre plus grande force intellectuelle, l'outil qui vous a permis de tout déconstruire, pour lui, ce scepticisme radical, peut-il devenir votre propre prison ? Comment un esprit critique, après avoir mené sa propre révolution, évite-t-il que ces idées révolutionnaires ne deviennent le nouveau dogme qu'il se sent obligé de défendre contre la prochaine vague ? C'est peut-être la leçon la plus profonde et la plus troublante que nous laisse l'héritage d'Ernst Mach.